Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui n'a pas de fin heureuse, et qui n'a pas de fin tout court d'ailleurs. Une histoire qui parle de criminels et de liberté, et qui fait s'affronter justice et morale. Une histoire où des développeurs talentueux, qui ont tenu tête aux plus grandes agences de renseignement du monde, ont disparu du jour au lendemain après une terrible trahison. Avant de parler de nos mystérieux développeurs, il faut comprendre comment Internet a changé. À ses débuts, Internet était un endroit anarchique et coloré, une échappatoire du quotidien, l'occasion d'avoir une seconde vie presque parfaitement cloisonnée du monde réel. Mais petit à petit, la vraie vie a commencé à déborder dans le virtuel. On est passé de un ordinateur pour plusieurs personnes à un ordinateur par personne. Et comme désormais cet ordinateur contient nos passe-temps, nos peurs et nos secrets, on a voulu, logiquement, le protéger. Alors, on a mis un mot de passe. Malheureusement, les mots de passe peuvent être oubliés ou, comme mon tout premier, être trop faibles et se faire rapidement pirater. Et certes, j'étais dévasté à 12 ans quand on a piraté mon compte Dofus avec un pauvre Yop niveau 69, mais objectivement, c'était pas une très grande perte. Mais quid de ceux qui ont des fichiers vraiment sensibles à protéger? Les préparatifs d'une demande en mariage surprise, les schémas d'une invention révolutionnaire ou les plans d'une prochaine intervention militaire. Est-ce qu'un simple mot de passe suffit? Non. Mettre un mot de passe, c'est fermer sa porte à clé. Mais si vous laissez la fenêtre ouverte, ça ne sert à rien. Par contre, chiffrer ces données, c'est enchanter la pièce pour qu'on ne puisse voir son contenu que quand on rentre par la porte avec le bon mot de passe. Mais entrez par n'importe quelle autre méthode et vous serez plongé dans le brouillard. La dernière question à se poser, et que se sont posés les développeurs dont on va parler tout de suite, c'est comment chiffrer les données. Et il existe plein de solutions proposées par les grands noms de la tech, mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? C'est à cet instant précis qu'apparaît le protagoniste de cette histoire. Paul Leroux a la vingtaine et c'est un crack de l'informatique qui aime beaucoup troller sur les forums de dev et de cryptographie. Notez que j'ai bien dit protagoniste et pas héros parce que Paul du futur est un baron de la drogue, assassin et autres joyeusetés, mais à ce stade de notre histoire, c'est juste un jeune avec un combat idéologique. On est vers la fin des années 90 et Paul est convaincu que les gouvernements ne respectent pas la vie privée des citoyens. D'après lui, il surveille leurs déplacements, leurs dépenses et leurs fréquentations. Et effectivement, on apprendra un peu plus tard l'existence d'Echelon, un programme de surveillance massif qui est dirigé par... Ouais. Et donc, pour se protéger du regard de l'oncle Sam, et de n'importe qui d'ailleurs, Paul va coder son propre logiciel de chiffrement qu'il appellera E4M, Encryption for the Masses. Et E4M va rencontrer un certain succès, parce qu'il marche très bien et qu'il est open source. Donc tout le monde peut vérifier le contenu du logiciel et s'assurer qu'il fait ce qu'il promet de faire et rien d'autre. Seulement, malgré le succès de son programme, Paul se rend compte que proposer un logiciel gratuit en open source, ça paie pas les factures. Et il se retrouve très vite à court d'argent. Pour ce refaire, il va trouver un poste chez Securstar, une entreprise qui développe elle aussi des logiciels de chiffrement, mais pour les entreprises. Et là, Paul va faire sa première erreur. Il va utiliser le code écrit pour Securstar dans son propre logiciel gratuit E4M. Et ça, il avait absolument pas le droit de le faire. C'est le genre de bêtise à se prendre un procès pour des dizaines de millions et finir au cinéma quelques années plus tard. Heureusement, Securstar va être relativement cool, ils vont le virer et rien de plus. Et pile à ce moment, comme par hasard, voilà qu'apparaît un nouveau logiciel de chiffrement publié par un collectif de développeurs anonymes, appelons-les le Collectif Mystère. Il s'appelle TrueCrypt, il est présenté comme étant le successeur spirituel de E4M et il propose non seulement des algorithmes de chiffrement beaucoup plus solides, mais aussi d'autres fonctionnalités comme créer des dossiers invisibles ou des systèmes d'exploitation cachés et indétectables pour quiconque n'a pas le bon mot de passe. Et vu que c'est le successeur spirituel de E4M, il contient très probablement du code volé à Securstar, qui va illico presto envoyer des mails à Paul Leroux qu'il soupçonne d'être à la tête du collectif Mystère pour lui dire « Tu arrêtes tout de suite ». Mais Paul répond « Je n'ai rien à voir avec le collectif Mystère ». Et c'est vrai qu'à ce jour, il n'y a pas encore de preuves formelles qui relient les deux. Donc Securstar renvoie des mails, cette fois-ci directement au collectif Mystère, sauf que les développeurs ne sont pas très coopératifs. Et comme ils sont anonymes, bonne chance pour leur mettre la pression. Et pour ne rien arranger, la communauté qui commençait vraiment à aimer l'outil va juste répondre à Securstar quelque chose comme on a déjà le code, donc qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, j'ai un petit peu reformulé, mais c'est très vrai qu'une fois que quelque chose est sur Internet, bonne chance pour aller l'enlever. Et pendant ce temps, le collectif Mystère continue d'améliorer TrueCrypt qui devient de plus en plus populaire et les histoires sur sa résilience se multiplient. Un banquier brésilien est arrêté, mais le FBI se casse les dents en essayant de récupérer ses données chiffrées. Des journalistes l'utilisent pour protéger leurs recherches et l'identité de leurs sources, et plusieurs lanceurs d'alerte y ont recours, comme Edward Snowden qui organisait même des soirées à Hawaï pour apprendre à des gens à l'utiliser. Bref, TrueCrypt fait l'unanimité, sauf chez les autorités. Et leur argumentaire en bref c'est « on sait que la vie privée c'est important, mais si on pouvait déchiffrer les téléphones et les PC de n'importe qui, vous savez combien de tonnes de drogue, d'enlèvements et d'assassinats on pourrait empêcher ? Vous voulez vraiment mettre en danger des gens pour cacher vos photos de vacances et la discussion pour préparer l'anniversaire de votre cousin ? Quand c'est présenté comme ça, c'est difficile de dire non au fait d'arrêter le crime et de protéger la veuve et l'orphelin. Mais il y a un contre-argument
tout aussi valide. La protection de la vie privée est un droit fondamental, c'est écrit noir sur blanc, article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est couvert par le 4e amendement de la Constitution des USA, et chaque pays, un tant soit peu démocratique, a son équivalent légal. Parce que si le gouvernement surveille mes messages et qu'il y en a qui ne lui plaisent pas, c'est un parfait toboggan vers l'autoritarisme. Et en plus, même si on donnait à un gouvernement 100% vertueux, moralement irréprochable, plein de bonnes intentions, un accès pour déchiffrer les données de tout le monde, ça n'empêche pas des groupes de hackers étrangers aux intentions beaucoup plus discutables d'exploiter ce même accès pour faire on ne sait quoi. Parce qu'il faut bien se rappeler que un code informatique, ça n'a pas de morale intrinsèque, hein. Tout dépend de ce qu'on en fait. Le chiffrement peut autant protéger un lanceur d'alerte qu'un criminel, et le déchiffrement peut autant aider à endiguer le crime que réprimer la population. Il n'y a pas de juste milieu. Au milieu de cette guerre se trouve le collectif Mystère, les champions de la défense de la vie privée, dont le logiciel représente le joyau du chiffrement accessible à tous, jusqu'à ce qu'en 2014, ils sortent une mise à jour qui va glacer le sang de tous leurs utilisateurs, la version 7.2. Tout en haut de leur site web, en rouge bien flashy, bien remarquable, ils écrivent « Attention, TrueCrypt n'est pas sécurisé et peut contenir des failles de sécurité non corrigées ». Ce n'est ni plus ni moins qu'une catastrophe dans le monde de l'informatique. Ça fait 10 ans qu'on pense avoir la solution finale pour protéger ces données et du jour au lendemain, les développeurs, qui sont encore anonymes, lâchent cette bombe avant de disparaître. Là où c'est un peu drôle, c'est parce que ça n'affecte pas que les fans hardcore de la vie privée qui naviguent via Tor sur le dark web et qui ne paient qu'en Monero. Non, le programme était tellement populaire qu'il était aussi utilisé par plusieurs gouvernements, la police, l'armée et bien sûr plein d'entreprises. Mais en plus, il y a plein de petits détails qui ne font pas de sens. Paul Leroux, qui était entre-temps devenu un baron de la drogue, avait commencé à coopérer avec les autorités américaines quelques mois avant tout ça. Coïncidence ? La version 7.2 contient beaucoup de changements, des centaines de lignes de changements. Pourquoi s'embêter à changer autant de choses dans une mise à jour qui dit surtout « Ne m'utilisez plus, je ne suis pas sécurisé ». Et à propos de ça, le collectif Mystère a certes écrit de ne plus utiliser leur logiciel parce qu'apparemment c'est pas sécurisé, mais ils ont recommandé pour le remplacer BitLocker, un programme de Microsoft. Pourquoi est-ce que des développeurs qui ont passé 10 ans à développer un outil de chiffrement indépendant conseilleraient soudain de passer chez Microsoft alors qu'on sait de sources sûres qu'ils sont parmi les premiers à avoir partagé des informations avec la NSA? Qui était derrière le collectif Mystère? Pourquoi ont-ils abandonné TrueCrypt? Est-ce qu'on leur a forcé la main ou était-ce leur plan depuis le début? Tant de questions auxquelles on n'aura probablement jamais de réponse.